Ah, bonjour Philippe, Bonjour Lucie. comme si on venait de se rencontrer ce matin. Bon, dans cette fil-ci, je t'ai proposé d'aborder la notion d'émotion Mhm. en lien avec le développement des sciences. Et je veux tout de suite dire que j'espère que la vidéo va permettre à chaque personne qui l'écoute, qui la visionne, de faire sa propre démarche scientifique en lien avec ce qu'on va partager au sujet des émotions. OK? Je voulais revenir en arrière pour faire un très, très bref historique pour introduire la notion de science parce que, il n'y a pas si longtemps, je te disais que la science, au tout départ, était beaucoup plus holistique, plus en contact avec la nature aussi, en lien avec la philosophie. C'est une façon de réfléchir pour développer des connaissances à partir des observations qu'on a. Et en physique, du moins, la science est emprisonnée dans le matérialisme. Et toi, et puis d'autres physiciens, vous essayez de la sortir de sa prison. Mhm. Je te faisais remarquer qu'en psychologie, c'est la même chose. On s'est enfermé dans l'idée que ce qui est observable est valable sur le plan de la science, mais ce qui ne l'est pas n'a pas de valeur scientifique. Donc, on a pris à peu près la même tangente, je dirais, liée au matérialisme. Quand tu vas sortir le grand virage de l'humanité, tu as parlé des 10 erreurs du matérialisme. J'aimerais te donner la parole tout d'abord pour parler de, peut-être pas les 10, mais d'un certain nombre d'erreurs, puis après j'irai avec les erreurs qu'on a fait en psychologie pour essayer de s'introduire dans une science qui est matérialiste. Tu veux que j'en parle? D'accord. Oui, s'il te plaît. J'ai parlé effectivement de ce que j'ai nommé les 10 commandements du matérialisme, OK. hein, pour montrer que finalement c'était quand même analogue à une religion. Et concernant les erreurs, je dirais que c'est plutôt les 4 erreurs issues des 4 dogmes des sciences dures. Hein. Donc en fait, comme je savais que tu allais vouloir qu'on parle de ça, je me suis fait un petit papier. Et je rappelle brièvement les 10 erreurs, enfin les 10 commandements en question, les 10 croyances matérialistes. D'accord. Le fait que la nature soit sans but et sans finalité, le fait que tout provienne d'un Big Bang, que tout serait construit par la causalité, que la conscience serait un produit du cerveau, que la réalité serait indépendante de nos états de conscience, que le passé ne pourrait pas être modifié, que l'évolution est darwinienne, c'est-à-dire que le hasard des mutations, etc. Que nous serions donc des machines biologiques, que la mémoire, les intuitions seraient liées au cerveau et que tous les phénomènes inexpliqués seraient des illusions ou dus tout simplement au hasard, en fait. D'accord. Ça, ce sont les dix croyances matérialistes. Et j'aime rappeler que moi, je pensais ça. Euh, 9 croyances sur 10 nous étaient enseignées à l'école et je ne remettais pas ça en question. Personne ne remettait ça en question à l'époque, à part la 10e qui consiste à ranger tous les inexpliqués dans le domaine de l'illusion ou du hasard. Et en fait, tout ça est issu de 4 dogmes ou 4 erreurs, effectivement. Et là, c'est important, je vais insister là-dessus, c'est important de les rappeler, c'est donc le déterminisme, la causalité, le matérialisme et le hasard. C'est 4 croyances indépendantes. Hein. Le déterminisme, c'est l'idée que tout est déterminé par des lois physiques, donc d'une manière unique. La causalité, c'est l'idée que c'est le futur et le résultat du passé. Le matérialisme, c'est l'idée que tout est matière, en fait, ont des particules. Et le hasard, c'est l'idée que tout ce qui n'est pas expliqué par les lois physiques, parce qu'il subsiste une indétermination, en fait, est dû à un hasard fondamental, à un dieu qui jouerait au dé, en quelque sorte. Voilà. Et les croyances
Les 10 croyances que j'ai citées sont issues de ces 4 erreurs. La nature est sans but, c'est le déterminisme. Le Big Bang, c'est la causalité, etc. La conscience produit du cerveau, c'est le matérialisme. L'inexpliqué que l'on range dans l'illusion, le hasard, c'est le hasard. L'évolution darwinienne, c'est le hasard, etc. etc. Mhm. Voilà. OK. C'est super intéressant. C'est pas la première fois que tu en parles, mais ça nous aide vraiment à comprendre que la science physique s'est développée, tu dis, à partir de dogmes qu'on est en train de remettre en question en ce moment et qui nous éclairent sur la réalité. On parle moins, du moins moi j'en ai moins parlé, des erreurs de la psychologie, mais tu vas voir comment c'est relié à ces dogmes que tu as mentionnés là, par rapport au matérialisme en gros. Alors, une des erreurs qu'on commence à voir, non seulement en psychologie, mais aussi dans d'autres sciences comme en médecine, c'est d'avoir été orienté vers la maladie plutôt que la santé, ce qui est un vrai paradoxe. Alors, il y avait Abraham Maslow qui disait, c'est quand même étrange qu'on ne se soit pas intéressé à ce qui va bien chez les gens en psychologie, alors que, essentiellement, c'est ce qu'on veut faire, aider les gens à être bien. Et la psychologie positive, ou la psychologie du bien-être, celle qui m'a intéressée, c'est justement orienté vers cette meilleure connaissance des gens heureux pour pouvoir aider les gens qui le sont moins à se sortir de leurs difficultés. Donc, orienté vers la maladie, première erreur, plutôt qu'orienté vers la santé. Il y en a une autre erreur qui, je vais en parler, puis je suis assez certaine que des gens vont réagir en pensant que c'est la réalité. Alors, on a confondu l'idée de Freud que le passé déterminait le présent, un peu comme ce que tu mentionnes, en lien avec la causalité. Alors, on a vraiment pris pour acquis cette idée-là qui vient de Freud et qui nous a mis dans la tête que nécessairement ce qu'on a vécu avec nos parents, souvent en termes de dysfonction, nous a rendus victimes d'un présent dont on a du mal à se dégager. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant maintenant, quand les gens y pensent un peu, c'est l'évidence même contredit cette idée-là. C'est-à-dire que vous avez une famille de 4 enfants qui ont vécu le même passé, qui vont se retrouver à avoir un présent très différent, ou encore des enfants qui auraient vécu dans des camps de concentration, des orphelinats. Selon cette idée-là, devraient nécessairement être des malades mentaux maintenant. Alors, on a compris qu'il y avait la notion de résilience, de tempérament qui va influencer la trajectoire. Mais l'idée sur laquelle je veux insister, qui est vraiment en lien avec ce que tu présentes, c'est pourquoi ne pas se poser la question maintenant, est-ce que le futur ne peut pas déterminer le présent tout aussi bien que le passé en pensant à ce multivers dont tu parles de temps en temps? Et les gens qui se sont, qui ont bifurqué, qui se sont éloignés de la masse, par exemple, là, dans ces dernières années, peuvent se poser la question si leur réaction actuelle n'a pas été influencée par le futur qui est devant eux et qui les interpelle en ce moment. Troisième erreur, c'est l'aspect mécanique ou biologique, en lien avec les émotions dont je veux qu'on parle. On s'est vraiment figuré un être humain strictement mécanique avec une biologie qui détermine tout. Et toute la recherche autour des émotions a tourné justement avec cette idée-là, est revenue à cette idée-là. Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure, mais la quatrième erreur, c'est d'avoir pensé que tous les humains sont pareils. C'est en lien avec le déterminisme. Et donc, si tous les humains ont toujours les mêmes symptômes, toujours les mêmes crises existentielles, il y a nécessairement les mêmes traitements qui vont les aider à s'en sortir. C'est l'approche cognitivo-comportementale qui s'est développée après l'approche humaniste, qui est celle dans laquelle j'ai été formée et qui considère au contraire que chaque humain qui est devant nous est un humain unique, avec une situation, une personnalité, une histoire différente des autres et qui nous exige de considérer cette unicité où, quand on veut paraître intelligent, on parle d'idiosyncrasie des individus. Alors, c'est les 4 erreurs, puis là, je vais revenir aux émotions parce qu'il me semblait que c'était tellement un bon exemple pour remettre en question les sciences. Parce qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. Et malgré les efforts qu'on a faits à ramener ça à des aspects biologiques, il y a toujours des choses qui nous échappent. Puis là, c'est important pour moi de distinguer émotion de sentiment.
Parce que quand on parle d'émotions, on réfère par exemple à la peur ou à la joie. C'est deux émotions qui sont assez typiques, qu'on peut rattacher à effectivement des réactions physiologiques. Quand on a peur, on le sait, notre cœur débat, on vit avec les mains moites. Puis quand on est joyeux, on sourit, on a de l'entrain, on a de l'énergie. Mais quand on essaie d'étudier on pourrait dire des sentiments qui pourraient être considérés comme des émotions plus subtiles, plus sophistiquées, on voit bien que ça échappe à la biologie, comme par exemple le bonheur, la gratitude, l'amour. Ce sont des sentiments qui sont très complexes et qui réfèrent justement à ce que j'ai appelé l'immatérialité, à quelque chose qui est relatif à une force, quelque chose qui nous dépasse et qui est au-delà de la biologie. Alors, je voulais prendre cet exemple-là pour montrer à ceux qui nous écoutent que les émotions sont un exemple pour montrer là où on est rendu par rapport à la science. On est des analphabètes des émotions. On est peu apte à les nommer. Et quand on essaie de le faire, souvent on va tomber dans le mental, puis on va perdre contact avec nos émotions. Alors, je te donne un exemple. Si on est devant des arbres en ce moment, quand on s'approche devant un arbre, on peut être émerveillé, on peut ressentir cette émotion à l'intérieur de nous. Mais si on cherche à se poser la question, bon, est-ce que c'est un pin ou est-ce que c'est une épinette, est-ce que c'est un feuillu? Alors là, on quitte l'émotion. Ouais. Tu vois, on retombe dans le mental. Alors, et ce qui me laisse, j'ai envie de proposer l'idée que les prochaines sciences, autant en physique, en psychologie, en médecine, dans les autres domaines, doivent considérer notre incapacité à expliquer les choses et plutôt se diriger vers le ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent, puis rester en contact avec ce ressenti. D'accord. Ce dont tu as parlé souvent, d'ailleurs, dans tes présentations. Oui. Bien, soit tu y vas, puis ma prochaine idée, c'est justement revenir à deux notions dont tu as parlé souvent. Les émotions peuvent être en lien avec la non-localité. Et puis la notion d'intrication. Bon, alors si tu veux ajouter de quoi, vas-y. Ben, je voudrais resituer par rapport à ce qu'on a dit au début, les dogmes, les erreurs, etc. En fait, le fait qu'on soit complètement passé à côté de la nature de la réalité qui est d'abord du ressenti, de la conscience, vient des erreurs dont on parlait tout à l'heure, des dogmes, etc. Et je voudrais quand même expliquer d'où ça vient. Ça vient de l'usage des équations. Parce que l'usage des équations, parce que bon, les sciences dures ont toujours un peu dominé la science, donc les sciences dures ont été dominées par les équations et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une équation ne peut pas fonctionner si on n'impose pas par construction ces quatre dogmes. Je rappelle le déterminisme, la causalité, le matérialisme et le hasard. D'accord ? Le hasard, on va dire que c'est pour passer dans le domaine statistique lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça qui a finalement engendré toutes les idéologies qui s'en sont suivies, parce que quand on s'est aperçu qu'on pouvait tout calculer, eh bien on est tombé dans ce piège du matérialisme. Bon alors, mais ça on en parle souvent, alors je voudrais juste maintenant dire les choses autrement. Si on remet la statue de la connaissance, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire si on ne parle plus de la matière, mais de la conscience, à ce moment-là, on peut remettre en question l'idée que nos émotions, nos sentiments proviendraient du cerveau, puisque elles deviennent premières, c'est-à-dire que notre positionnement face au réel va d'abord acter le fait que nous sommes conscients et que donc nous éprouvons des émotions, notamment, et que finalement il s'agit d'expliquer le reste, qui est moins primaire, qui est moins primitif, à partir de là. Et est-ce que c'est possible? Voilà la question. Et la réponse, elle est oui. Tout à fait. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il est possible? Oui, oui. Et la physique nous invite à le faire. Alors, pour arriver à poser que la conscience est première et que donc les émotions sont premières, il faut commencer par prendre au sérieux les résultats de la physique moderne qui nous disent que la réalité est une illusion, c'est-à-dire que le réel, tout ce qui nous entoure, n'est pas réellement tel qu'il paraît. C'est-à-dire que ce qui paraît, c'est une interprétation
faite par la conscience de quelque chose qui est un champ d'information. Et voilà qu'on rentre dans quelque chose d'objectif. Si on considère que le réel est un champ d'information que la conscience traduit en temps, en espace et en matière, parce que je rappelle que les physiciens aujourd'hui détruisent le temps, détruisent la matière et détruisent l'espace, c'est-à-dire l'idée que nous avons de l'espace n'est pas conforme à ce que les physiciens découvrent en matière d'espace. L'espace n'existe plus. Je ne vais pas rappeler ça, je ne vais pas rappeler toutes ces choses-là. Et donc on redevient objectif si on considère que le réel n'a pas besoin, a juste besoin d'être perçu comme réel, et il suffit que le réel soit perçu comme réel pour être réel, parce qu'en réalité, ce qui est perçu comme réel, c'est de l'information, et il ne faut pas confondre cette information avec le réel. C'est la conscience qui interprète le réel en le transformant en espace, en temps et en matière. Et donc on fait une énorme erreur en partant de cette matière pour dire que, par exemple, la conscience est le produit du cerveau. Et voilà. Et à ce moment-là, il reste à savoir à quoi correspondent nos émotions par rapport à ces informations. Et là, je vais te laisser de la parole avant de rentrer là-dedans. Puis je t'écoute, puis je reviens à ce que j'expliquais au début. Quand je t'écoute, j'ai le sentiment que la science a pris un grand détour par le matérialisme. Parce que si on revient à l'époque où la science était plus une question de perception, d'observation, holistique, tenant compte de nos ressentis, de l'observation de la nature, par exemple. Et quand on l'a enfermé dans le matérialisme, on est pris maintenant à devoir expliquer cette subjectivité de l'expérience. Alors, je te ramène à la psychologie. Le détour qu'on a fait, nous, c'est en psychologie humaniste, on a considéré que l'expérience subjective de la réalité est plus importante et plus déterminante dans le cheminement d'une personne que la réalité elle-même. Et c'est avec cette perception, cette expérience qu'on travaille. C'est un peu ce que tu dis quand on parle de conscience. On parle, nous, en psychologie, par exemple, bien que les termes conscience et inconscience, on les utilise, mais on va parler d'expérience. Une expérience qui est plus de l'ordre du terme connaître. Connaître, c'est naître avec, c'est-à-dire être impliqué dans cette connaissance, dans cette relation que j'ai avec la réalité. Alors, c'est très intéressant de présenter les choses comme moi, je le vois vraiment comme une bête qui essaie de se débattre parce qu'elle est liée à ces dogmes-là dont elle veut se défaire. Et moi, j'ai l'impression que le retour dans l'histoire par rapport aux sciences, puis aussi le pont vers la psychologie peut nous aider, peut aider les sciences exactes à sortir de ce détour. Je voulais te faire parler de non-localité puis d'intrication, mais je ne sais pas si je veux te faire parler de ça, mais je réalisais que les émotions, comme la conscience, c'est un exemple de ces deux phénomènes-là dont vous parlez en physique, c'est-à-dire que imagine qu'on est deux personnes qui se rencontrent et on éprouve une émotion. Lorsqu'on se sépare, cette émotion peut rester bien vivante en nous. Je trouvais que ça illustrait bien l'intrication, tu vois. Oui. Et l'émotion, l'émotion en psychologie, on dit que l'émotion qui est reliée à un fait qu'on a vécu dans le passé, c'est l'expérience qu'on a et le souvenir qu'on a de ce qu'on a vécu. Oui. Il perdure à l'intérieur de nous, non pas la réalité, puisque le passé est passé, mais seulement le souvenir de ce qui s'est passé, de cette rencontre-là. Et quand l'émotion revient, si je pense à toi, par exemple, j'ai le souvenir de toi, de cette rencontre que j'ai eue, l'émotion revient et elle est bien vivante, elle est à l'intérieur de moi, elle est perçue comme une expérience subjective, justement. Alors, je trouvais que là, il y avait des ponts à faire entre l'expérience subjective, la réalité et l'intrication. Attends, mais... Vas-y. Tu veux que j'en parle? Oui, si tu veux. On va très vite, là. Les émotions, donc c'est un des deux pôles de la conscience. On va dire la conscience, c'est d'un côté le mental qui est lié à l'espace et les émotions qui sont liées au temps. Ce sont des vibrations, les émotions. Et les émotions sont donc seraient liées. Bon,
je fais un raccourci, vibration de l'espace hors du temps. C'est-à-dire que l'espace ne serait pas de l'espace. Je disais tout à l'heure, les physiciens ont détruit l'espace. L'espace est non local, il est trouvé, il est pixelisé, il est en vibration, etc. Et on arrive à comprendre énormément de choses. Enfin, disons que cette nouvelle démarche dans laquelle on propose de rentrer en partant du ressenti nous permet d'aller très loin dans la compréhension dans cette nouvelle compréhension du réel qui pourrait être l'aube d'une nouvelle science, en partant de cette idée que finalement les émotions sont liées aux vibrations de l'espace, non pas aux vibrations de l'espace que sont les ondes gravitationnelles, parce que ça, ce sont des vibrations de l'espace dans le temps, qu'on détruit mathématiquement dans le temps, qu'on décrit dans le temps, mais des vibrations hors du temps. Pour le comprendre, je rappelle que j'utilise souvent la métaphore du tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Ça exprime le déterminisme, mais ce déterminisme est faux. En réalité, ce tunnel est posé sur un océan. Nous disons que voilà, cet océan, c'est l'océan du vide. Ce vide n'est pas vide. En réalité, ce vide est mu par des fluctuations de l'espace à une échelle intime, mais j'ai montré que cette échelle, elle a beau être infiniment petite, elle agit considérablement sur le réel. Et donc des vibrations de l'espace hors du temps à l'échelle de Planck, elles sont nécessairement hors du temps d'ailleurs, peuvent parfaitement correspondre aux émotions parce qu'elles ont un impact considérable sur nos lignes de temps. Voilà. Et à partir de là, on peut créer le lien, on peut faire le lien entre les émotions et la non-localité parce que, effectivement, en physique, on s'aperçoit que tous les points de l'espace-temps sont potentiellement reliés par le phénomène d'intrication et que tant qu'on raisonne dans un espace-temps à 4 dimensions, ce que fait la physique mainstream encore aujourd'hui, bien qu'elle ait découvert les dimensions supplémentaires, mais ça n'est pas encore prouvé, hein. Mais tant qu'on raisonne dans un espace à 4 dimensions, on dit que, bon, ben ok, tous les points de l'espace et du temps sont potentiellement reliés, mais il ne peut pas y avoir de transfert d'informations. En réalité, si, il peut parfaitement y avoir un transfert d'informations entre tous les points de l'espace-temps, à condition d'introduire les dimensions supplémentaires, qui sont des dimensions vibratoires. Qui dit dimension vibratoire, ce sont des dimensions de la conscience, des dimensions qui font intervenir l'émotion, et donc effectivement tous les points de l'espace et du temps sont potentiellement reliés par des vibrations qui correspondent à des émotions, et c'est là que je rejoins ce que tu dis. J'aimerais en dire plus, mais il faudrait peut-être des heures pour arriver oui, à puis on développer. en a parlé dans d'autres films Voilà. ici aussi. Là, c'est comme si on ramenait à chaque fois ce modèle, cette théorie que tu as développée pour aider les auditeurs à mieux comprendre ta Voilà. théorie par toutes sortes d'angles. Je peux rajouter quelque chose que j'ai oublié de rajouter. Parce que c'est important de comprendre ça, qu'effectivement on arrive à se relier à quelque chose de lointain dans le temps et dans l'espace en vibrant émotionnellement une information. Si on arrive à vivre, c'est lorsqu'on vibre émotionnellement une information qu'on crée le pont avec ce qui, dans l'espace-temps, correspond à cette information. Ça explique tous les phénomènes comme les perceptions extrasensorielles, la vision à distance, la vision du futur, la télépathie, etc. Ça explique cette fameuse reliance qu'on a avec les autres, ça explique cette reliance qu'on a avec la nature. Ça vient du fait que tout est vibration. Et c'est par la vibration, alors on n'aime pas trop tout classer en termes émotionnels, parce que tu rappelais toi-même qu'il y a aussi des sentiments, mais les sensations, alors j'en profite pour dire, je rappelle que ce qui est vibration, il n'y a pas de mots pour expliquer correctement à quoi ça correspond au niveau de la conscience. C'est pas que les émotions, c'est aussi les sensations, c'est aussi donc les sentiments, c'est aussi les intuitions. Tout ça, c'est du domaine du ressenti. Parce que la conscience, elle a plusieurs niveaux. Elle a le niveau physique, elle a le niveau psychique, elle a le niveau spirituel. Et c'est ça qui crée toute cette richesse de ressentis. Mais en tout cas, c'est par l'intermédiaire de ces ressentis que l'on arrive à communiquer avec le lointain dans l'espace et dans le temps.
ce que tu mentionnes, c'est ça que j'allais dire, c'est que les termes qu'on utilise peuvent parfois laisser penser qu'il n'y a qu'une dimension, qu'un aspect de notre être qui crée cette réalité ou qui nous permet de connecter avec la réalité. Alors, le mot vibration, il peut, oui, faire comme si on supposait que c'était les émotions qui créent ça, mais il faut de fait faire attention parce que pour moi, c'est une question d'être entier. L'être entier qui comprend habituellement trois dimensions, là, les sensations, le cœur et puis la tête. Tout ça est impliqué lorsqu'on parle, par exemple, d'une personne qui est capable de percevoir dans le passé ce qui s'est passé ou dans le futur, qui implique pas nécessairement autant une émotion que lorsque, par exemple, on se souvient de ce qu'on a vécu ensemble il n'y a pas si longtemps, qui était un grand bonheur, par exemple. Okay? Alors, juste une parenthèse, excuse-moi, c'est que les émotions dans tout le répertoire des vibrations, du ressenti, elles ont probablement cette caractéristique d'être les plus amples en tant que vibration de l'espace, et c'est ça qui pourrait expliquer certains phénomènes parapsychologiques. Fin de la parenthèse. C'est des domaines qui sont à explorer en physique. Hein? C'est vraiment, tu ouvres la porte à des choses qui doivent être étudiées pour percevoir l'impact réel des émotions. Puis je trouve ça important d'y revenir, puis il faudra en parler beaucoup plus longtemps, parce que quand on touche à cette notion-là, ce phénomène-là qu'on vit intérieurement, puis je pense qu'on parle plus de sentiments, en fait, que d'émotions. Ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas que des émotions positives. Et embarquer là-dedans, ça peut faire en sorte que les gens ne se retrouvent plus très bien et commencent à devenir obsédés par ça. Moi, tout le temps, je fais attention parce que les émotions, elles sont neutres, elles font partie du vivant. Puis d'ailleurs, peut-être qu'un des pièges dans lesquels on est tombé, c'est de vouloir cesser d'être émotif. Sur un plan public, on s'est retenu à être émotif, on s'est retenu les femmes à être en colère, les hommes à pleurer, par exemple, alors que ça fait partie du vivant. Et peut-être que l'émotion ou les sentiments sont un ciment qui fait que l'organisme, l'être humain, peut avoir accès à ses potentiels, ses potentialités. Alors, mais il faut faire attention parce que si on commence à s'autodiscipliner puis à ressentir, par exemple, toujours des émotions positives ou à être en conscience tout le temps de ses émotions, puis on passe à côté de ce qu'on peut éprouver physiquement, tu vois. Alors, c'est intéressant d'étudier le phénomène, de plonger aussi loin qu'on peut, mais sur un plan pratique, il faut que chaque personne sache qu'on fait partie. On a plusieurs dimensions et toutes ces dimensions-là sont importantes. Oui. C'est la même chose quand on utilise le terme conscience. Souvent, on peut le confondre à l'aspect mental ou encore intention qu'on peut confondre à l'aspect volonté. Ça, c'est des termes. Et on arrive mal, justement, à expliquer ce qui est de l'ordre de l'indescriptible, là, qui est l'expérience. Alors, je reviens à cette expérience-là, puis je pense qu'on peut s'aventurer vers la conclusion. C'est-à-dire que souvent, les gens en psychologie pensent que c'est instantané, c'est automatique. On a des émotions, on crée la réalité. C'est encore plus nuancé que ça parce qu'il est question d'attention puis d'effet d'anticipation. Alors, ces deux notions-là, elles doivent être prises en compte. C'est-à-dire que quand vous avez, on parle de synchronicité par exemple, quand on recherche une synchronicité, ce qu'on ne devrait pas faire d'ailleurs, on va porter notre attention sur certains phénomènes qu'on perçoit dans la réalité. Et c'est l'attention qui va créer la réalité. Voilà. Parce qu'on sait en théorie de la perception que l'attention exacerbe certains phénomènes. Et les effets d'anticipation, c'est un peu la même chose par rapport au futur. C'est bien que la psychologie nous amène vers ça. Tu veux bien que Je vais juste terminer avec les effets d'anticipation parce qu'effectivement, le fait qu'on fasse ces vidéos-là ensemble, c'est un peu pour montrer aux gens qu'il y a des connaissances dans tous les domaines qui nous permettent de comprendre la réalité, et en psycho aussi, notamment. Les effets d'anticipation, c'est le fait que lorsque j'imagine un futur, imaginons qu'il soit positif ou négatif, le fait que je porte cette anticipation-là, je crée aussi ce futur, qu'il soit négatif ou positif. Alors, on a un pouvoir réel sur la réalité à travers ces effets d'anticipation. J'ai déjà expliqué tout ça, j'y reviendrai pas, mais il faut comprendre que ça intervient dans notre réalité. D'accord. Je vais juste rappeler le modèle que je propose dans tous mes livres à ce sujet-là,
ce qui est à l'origine des synchronicités. Au départ, nous avons une perception, une captation de qui nous sommes véritablement, au fond de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas du mental, ne vient pas de nos conditionnements. On n'arrive à ça que lorsqu'on s'est complètement déconditionné par la méditation, la randonnée, etc., tout ce qu'on veut. Et c'est la joie, la joie, le ressenti de la joie qui valide cette intuition. Cette intuition se transforme alors en intention. Et c'est là que cette intention, elle vient en quelque sorte adresser un nouveau futur potentiel qui nous vient du soi. Et pour peu qu'on reste dans la foi liée à la vibration qu'elle nous a produite, la foi ne fait qu'entretenir finalement. La foi permet d'entretenir, de maintenir dans le temps la vibration qui correspond à ce nouveau futur potentiel, qui correspond à soi profondément. Et bien là, effectivement, c'est grâce à l'attention, à tout ce qui arrive, sans que le mental évidemment intervienne là-dedans, que l'on va pouvoir saisir, capter cette fois-ci les signes qui vont nous indiquer, qui vont servir de guidance pour que l'on puisse aller vers le futur en question. C'est le fameux kairos, les synchronicités. Je voulais juste rappeler ça, et je voulais aussi dire au sujet de ce que, en parlant des émotions, parce que tu disais tout à l'heure que les émotions, elles peuvent être aussi négatives, c'est-à-dire que il y a une partie de nos émotions qui peuvent nous élever, mais il y a aussi une partie de nos émotions qui peuvent nous diminuer, quoi, nous conditionner. Ça vient du fait que, évidemment, notre pôle mental et notre pôle émotionnel sont liés, et comme le pôle mental, il est fondamentalement esclave d'un système de croyances, c'est pas par le mental qu'on peut arriver à sortir de prison. On ne peut pas sortir c'est vraiment une prison du mental qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui l'humanité elle est à ce point où elle est rendue en décadence. Et donc il n'est pas étonnant que donc, le mental produise des émotions négatives qui sont justement le résultat du fait que c'est une prison, qui ne veut pas dire que le mental ne peut pas aller vers une compréhension plus vaste, évidemment, bien sûr, mais comment est-ce que c'est possible? C'est possible si le mental se laisse porter par, cette fois-ci, les vibrations, les émotions les plus nobles, les émotions les plus positives, les plus joyeuses. Et donc, voilà, moi, je vois pas le mental comme négatif ou positif, je vois le mental comme comme quelque chose d'absolument fondamental lié à l'ego qui nous permet de nous adapter à une réalité. Mais ce mental est entouré par, et d'un côté, le siège d'émotions qu'il produit, qui sont en général négatives, et d'émotions qui peuvent au contraire le tirer vers le haut. Je pense qu'on n'en finirait plus de reprendre le modèle qui a inspiré beaucoup des gens qui t'ont écouté, Philippe, qui est porteur de la notion de joie. Mais on n'en finirait plus aussi d'apporter des nuances à ce modèle-là pour qu'il ne devienne pas prescriptif, parce qu'à chaque fois qu'on dit c'est comme ça, on oublie que la réalité du vivant est beaucoup plus complexe et qu'il y a l'être humain qui éprouve, oui, des sentiments, des émotions positives, négatives et beaucoup plus nuancées que ça, là, des pensées, tout ça, et qu'il y a une acceptation de ça qui libère aussi. Oui. C'est pas de dire on doit, par exemple, éprouver la joie, c'est que l'être humain, en contact avec la réalité, éprouve des émotions qui sont connectées à des pensées. On ne sait pas si souvent c'est la question de l'œuf ou la poule. C'est relié nécessairement. Il y a eu toute une science développée autour de la thérapie cognitivo-comportementale. Et puis bon, il n'y a pas de réponse à ça. C'est lié. Notre être est lié, relié. L'intérieur, nos dimensions sont reliées, puis on est relié à la nature comme aux autres. Alors c'est bien important, je pense, on avait une notion en psychologie de développer le témoin en soi, pour être un témoin sobre, pacifique, qui prend tout ce qu'il vit comme expérience et le transforme en quelque chose qu'il veut, qu'il désire, qu'il aime, qui est positif, c'est le terme qu'on veut utiliser, et qui le rend plus heureux. On pourrait résumer ça comme ça. Alors, je pense qu'on a parlé assez longtemps. Ouais.
Ben, il faut s'arrêter à un moment donné, et puis ça peut être là, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, puis se dire on aura d'autres Philus. Tellement de choses à rajouter. Ouais. Je pense que on a des fondamentaux qui nous permettent de reconstruire une nouvelle voie pour les sciences en général, mais à condition effectivement de partir de l'information du réel et ne pas dire que c'est de la matière, ne pas dire que c'est de l'espace, et à condition de relier l'espace à nos ressentis, etc., etc. Enfin bon, voilà, je pense que... Alors il y a quand même un modèle en physique qui nous invite à faire ça, hein, c'est le Puis modèle holographique. Et on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Voilà. Ouais. Donc, Parce que tu dis, ça m'amène à penser que toutes les sciences faites comme elles sont maintenant sont vouées à disparaître en tenant compte d'une autre vision de la réalité. Je reprends ce que j'avais dit au début. J'espère que les gens qui nous regardent vont faire eux-mêmes une démarche scientifique qu'on peut tous faire à partir de l'observation de la réalité, de la prise de contact de leurs émotions et une plus grande conscience de leurs pensées, des sensations qu'ils ont, avec cette potentialité de créer leur réalité. Et sortir justement du dogme scientifique qui dit c'est un tiers qui va vous expliquer ce que c'est la réalité, alors qu'on peut très bien l'expérimenter par soi-même. absolument. Normalement, notre vie passée, si on prend la peine de l'examiner, doit pouvoir nous démontrer qu'on a créé toute sa vie notre réalité, qu'on l'a créée. Elle n'est pas arrivée ni par hasard, ni par conditionnement, on l'a créée véritablement. Et il y a des expériences à faire pour se démontrer à soi-même qu'on est capable de créer notre réalité, par nos émotions en particulier. C'était le mot de la fin. Merci. Merci à toi.